notamment au départ le modèle de certaines régions françaises, et puis maintenant effectivement Fédération Wallonie-Bruxelles, toute une opération et un montage qui se fait autour de cette notion. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Karine Vachon, je pense que maintenant tout va bien et qu'on vous a récupéré en ligne. Désolé pour le petit contretemps, et je vous salue et je vous demande d'exposer en quelques minutes toute l'action de votre association au service des éditeurs du livre québécois. Oui, bonjour, bonjour tout le monde, les gens qui sont sur place et les gens qui sont en ligne. C'est difficile de m'entendre? Il y avait un petit écho, c'est juste, mais là je crois que tout est bien là. Allez-y. Donc, je continue en espérant que le son va se rendre. C'est parfait. Merci. Donc, l'Association nationale des éditeurs de livres regroupe 110 maisons d'édition québécoises et franco-canadiennes. Donc, par franco-canadienne, nous entendons des éditeurs francophones canadiens qui sont situés dans d'autres provinces que le Québec. Et parmi nos membres, on compte autant des grandes maisons d'édition que des petites maisons, des maisons indépendantes comme des groupes éditoriaux. Et puis, les membres publient différents genres de livres, du manuel scolaire en passant par la poésie, l'essai, la littérature, les ouvrages scientifiques. Donc, on a une grande diversité de membres. Les actions de l'ANES s'articulent autour de la représentation des éditeurs auprès des pouvoirs publics et auprès de différents intervenants aussi de l'écosystème du livre, sur la scène nationale comme à l'international. Nous avons des activités nationales de promotion du livre aussi. On travaille à la transmission d'informations auprès des membres, la formation professionnelle, j'y viendrai plus particulièrement aujourd'hui, le soutien à l'exportation également. L'ANEL est soutenue également par des pouvoirs publics importants, donc la Société de développement des entreprises culturelles du Québec, la SODEC, est le principal partenaire de l'ANEL, et comme le Fonds du livre du Canada, le Conseil des arts du Canada et ponctuellement aussi le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Le milieu du livre québécois, je vais avoir la prétention de dire qu'il est assez dynamique et en effervescence. Et au fil des ans, je crois que l'ANEL a contribué à structurer le milieu de l'édition au Québec et aussi à la professionnalisation des éditeurs. Donc, en fait, il faut dire qu'il y a seulement 10 ans qu'il y a une formation professionnelle universitaire, en fait, en édition au Québec. C'est dire donc une grande majorité de professionnels de l'édition, professionnels du livre au Québec, qui se sont formés grâce aux formations professionnelles qui étaient offertes par l'ANEL ou par d'autres organismes, ou également en travaillant sur le terrain et en échangeant avec leurs homologues ou des collègues plus expérimentés. Donc, chaque année, l'ANEL offre un programme de formation assez diversifié. Donc, j'avais prévu une présentation PowerPoint, mais je ne crois pas qu'elle soit présentée en ce moment. Donc, c'est pas grave, je vais en parler ouvertement comme ça. Donc, l'ANEL, c'est un conseil d'administration qui est constitué de 11 membres, mais aussi différents comités de travail. Et on a un comité de formation de services aux membres et de mentorat auquel participent près de 10 éditeurs et éditrices et sous la responsabilité de Sylvie Bellemare, qui est la responsable du programme depuis maintenant plus de 15 ans. Par exemple, un certain nombre de formations que nous avons offertes ces dernières années. Attendez, on a eu des formations sur la reddition de comptes, par exemple, qui est un élément capital de la relation auteur-éditrice et auteur-éditeur, auteur-autrice, pardon. La mobilisation à distance dans le contexte de la COVID-19 aussi, comment stimuler les employés, même en travaillant à distance. Hein. On a tous vécu des périodes de confinement au Québec aussi. Des campagnes, comment soutenir en fait des campagnes de marketing, par exemple, avec l'envoi d'infolettes ou avec l'outil Mailchimp. On a aussi une grande réflexion et plusieurs formations sur la prévention du harcèlement aussi. Le secteur culturel au Québec a été secoué par des vagues de dénonciation et le milieu du livre n'a pas été épargné. Donc, on a souhaité accompagner les maisons d'édition dans la prévention du harcèlement et on a fait aussi une politique de prévention du harcèlement spécifique aux maisons d'édition. Et donc, on a fait une formation sur ce sujet. On a fait une formation sur l'archivage aussi à l'ère de l'info nuagique, le choix de papier d'impression pour minimiser l'impact environnemental,
les outils Google pour améliorer le référencement, les enjeux de la production du livre audio. Et actuellement, on travaille sur une formation qui va avoir lieu au mois d'octobre aussi sur la diversité culturelle. Il y a une volonté des éditeurs québécois d'accueillir davantage cette diversité, donc des auteurs issus de différentes origines, issus d'immigration, par exemple, ou des auteurs autochtones, donc des Premières Nations. Et puis d'accueillir aussi au sein des maisons d'édition aussi des employés issus de la diversité. Donc, comment on peut développer ces stratégies-là d'ouverture à la diversité, comment le faire. Au-delà des formations, généralement, on les offre en personne dans des petites salles qu'on loue qui stimulent bien les échanges entre les participants. Actuellement, on les offre plutôt en visioconférence en raison de la pandémie de COVID. On offre aussi d'autres types d'appui aux membres. Donc, on a du mentorat. Par exemple, tout nouvel éditeur qui participe à Francfort pour une première fois, la Foire du livre, on lui offre un mentorat qui lui permet d'être jumelé avec un éditeur d'expérience qui va lui donner des conseils sur comment préparer sa participation à la foire, comment négocier, comment assurer un suivi efficace. On offre des consultations sur mesure aussi. Donc, quand un éditeur nous arrive avec une problématique ou une volonté, par exemple, de travailler, de mieux comprendre les programmes de subvention qui sont offerts aux éditeurs ou d'avoir un appui, par exemple, en matière de comptabilité, de ressources humaines ou de développer un comité de lecture, par exemple. Donc, on est capable d'offrir une consultation sur mesure et on offre aussi un soutien à la formation. Donc, si des éditeurs veulent participer à des formations autant au Québec comme à l'international, par exemple à la Sfored en France, on soutient, par exemple, l'inscription à ces activités. On a aussi réalisé, je vais en nommer quelques-uns, là, des projets innovants et porteurs je vous invite qui ont juste contribué à la conclure tout doucement, professionnalisation des Karine. éditeurs. On a notre programme de fellowship Rendez-vous, par exemple, qui nous permet d'accueillir généralement à Montréal chaque année en novembre un groupe d'éditeurs. Je vais essayer de conclure là, dans quelques minutes. Dans quelques secondes, si possible. Ce programme-là a permis à certains éditeurs d'avoir une expérience de négociation de droit, une expérience comme d'une foire internationale, si on veut, mais sur leur propre marché. Et ça leur a permis de vendre des droits à l'international. On a développé aussi, avec l'appui du Fonds du livre de Canada, tout un projet pour offrir des livres accessibles aussi. C'est un grand chantier qu'on mène actuellement. Donc, on a fait de la formation, de l'accompagnement. On a réalisé actuellement des capsules vidéo aussi de formation qu'on va diffuser très prochainement. On a réalisé un projet qui s'appelle le Sodec Lab sur le livre audio. Donc, c'est un projet sur 2 ans qui nous a permis d'offrir une journée de formation, de l'accompagnement, des ressources pour les éditeurs qui souhaitaient développer des livres audio. Merci, Karine. Je vais me permettre de vous interrompre et j'espère que vous m'entendez. Donc, je vais conclure là-dessus. Voilà. Pour les collaborations, il y aura plusieurs choses à dire prochainement aussi. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment. Désolé d'être un peu directif et en plus à distance, mais le temps nous est compté. Merci beaucoup. Là, on a vu aussi toute la densité de ce programme de formation à l'usage de vos éditeurs. Maintenant, Aïda Diab, directrice générale de l'ASFORET, l'Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnel dans les métiers de l'édition en France, eh bien, va là aussi nous dire toute l'ampleur et tout le spectre des formations qui sont offertes grâce à son association. Bonjour et merci pour cette initiative et cette rencontre et que je puisse apporter notre éclairage et participation à cette table ronde. En quelques mots, l'ASFORED a cette année 50 ans d'existence. Elle a été créée à l'initiative des éditeurs parce qu'à une époque, le métier d'éditeur s'exerce en tant qu'autodidacte. Et les éditeurs, ils se sont rendus compte très très vite que c'est quand même un métier, une profession, c'est pas seulement une passion. Et c'est comme ça que l'ASFORED a été créée. Aujourd'hui, l'ASFORED, c'est plus de environ 7000 heures de formation par an pour les professionnels. C'est 8 diplômes de Bac+2 à Bac+5. C'est plus de 220 intervenants professionnels dans nos formations, qu'elles soient diplômantes ou bien formation professionnelle. À notre catalogue de formation professionnelle, il y a là, pour l'année 2022, on a 150 programmes, 150 formations qui couvrent toute la chaîne de valeur de l'édition.
et un dispositif d'accompagnement des créateurs d'entreprises, de start-up. Depuis quelques années, on s'est mis sur la digitalisation de l'offre de formation, qu'elle soit initiale ou bien formation continue. Et à notre catalogue, plus de 50 formations en e-learning, classes virtuelles, et que des boîtes à outils, des rencontres, des ateliers divers et variés. Notre vision pour la formation, c'est que c'est un véritable, en écoutant ce matin tous les intervenants, comment faire circuler le livre, comment faire améliorer les échanges. La formation, elle est fondateur, c'est hyper important. On ne peut pas professionnaliser des éditeurs s'ils n'ont pas eu des formations auparavant. D'où l'alliance que l'Asfored a les deux casquettes, la formation initiale et la formation continue. On a besoin des collaborateurs qui soient formés, mais on a besoin aussi de les perfectionner en permanence. La formation en France, qu'on appelle tout au long de la vie. On est dans un monde qui bouge, un monde qui évolue, et il faut que les compétences aussi évoluent et qu'elles soient agiles par rapport à l'évolution sociétale et par rapport à toutes les évolutions technologiques que tous les secteurs touchent tous les secteurs et que n'épargne pas du tout l'édition. On a une vision de la formation initiale comme une formation qui n'est pas concrète, que l'Asfored a trouvé le format le plus adéquat. Toutes nos formations initiales sont en apprentissage, mi-temps en entreprise et mi-temps en formation. C'est une alliance parfaite et qui permet d'intégrer les jeunes immédiatement dans le monde du travail en faisant leurs études. Et quand ils sortent, il y a un taux d'insertion qui est très élevé. À 100%, ils trouvent leur place dans les maisons d'édition, ils enrichissent les maisons d'édition et ils s'exportent aussi parce qu'ils vont aussi travailler à l'étranger dans d'autres maisons. On s'est rendu compte aussi que ces dernières années, il y a un engouement de créativité et de création d'entreprises. Et là, on a dit, voilà, on a tous les éléments, on a tous les ingrédients, il faut faire quelque chose. On a créé un dispositif qui est digital, 100% digital, avec un incubateur qui est le labo de l'édition, d'accompagner des jeunes start-up à formaliser leurs idées, travailler sur l'étude de marché, de voir si leur idée peut trouver sa place sur le marché, peuvent de faire son business plan, de voir la rentabilité, l'impact vers les lecteurs. Alors ça peut être une création de maisons d'édition traditionnelles ou bien numérique ou bien BD. On voit que ces derniers temps, la BD a le vent en pourpre. Et ce dispositif, on a privilégié un modèle qui soit digital. La boîte à outils, on l'a complètement digitalisée, on la met à leur disposition et avec un système de mentorat de temps en temps, en fonction des spécialistes, en fonction des besoins de chaque projet. Ce dispositif, son avantage, il n'est pas très coûteux. Vous le savez bien, en France, il y a une concentration de l'édition qui est sur Paris, mais l'édition est partout, elle est sur tout le territoire français et que des fois, la distance empêche vraiment de pouvoir accéder à ces dispositifs. Et par la digitalisation, ça permet vraiment d'accéder, de pouvoir réaliser ces projets et sans faire le déplacement sur Paris. Je vais être assez courte pour laisser la place pour les questions, mais sur deux exemples qu'on a fait que, disons, la crise sanitaire, elle a été dure pour tout le monde, mais en même temps, elle nous a poussé à se réinventer. On a expérimenté cette année avec le concours de l'Institut français en Inde, à savoir que la francophonie, elle est dans les pays francophones, mais le français, il est quand même dans le monde. Et on a formé à distance, avec nos dispositifs digitaux, un groupe de 7 éditeurs, jeunes éditeurs indiens, de devenir éditeurs multisupport, c'est-à-dire éditeurs papier et numérique. La formation a duré en digital sur 5 mois, en pleine année 2020, plein confinement, et que l'Inde a été très, très, très touchée.
et qu'elle s'est terminée par, ils ont créé leur propre collection de livres de contes indiens. Normalement, c'était prévu qu'ils devaient venir faire un stage à Paris. Malheureusement, la situation n'a pas permis. Mais c'était une expérience qui était très, très intéressante parce que quelque part, ils ont travaillé sur des publications qui sont locales, qui sont vraiment indiennes. Et on leur a apporté la méthodologie, le travail et le mentorat nécessaire à distance. Et d'autres exemples, c'est à Alger, depuis 2010, avec toujours le concours de l'Institut français. Depuis 2010, nous formons les éditeurs algériens et qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec maintenant plus d'une dizaine d'années de formation professionnelle, les formations qui sont demandées sont presque les mêmes qui sont demandées à Paris. Et on a bien vu vraiment une évolution très, très forte des compétences dans la matière. Et c'est très bien de terminer, merci beaucoup, avec ce dernier exemple, parce que dans le cadre des États généraux, il y a eu notamment des demandes d'ouverture, si possible, de votre association à des formations pour les pays de toute la francophonie. Vous venez de citer un exemple, et d'ailleurs dans le cadre des travaux préparatoires, vous avez fait preuve d'ouverture, je dirais, voilà. à ce niveau-là. Et donc, on va peut-être, dans la séance de questions, je m'excuse d'être un peu méthodique, mais on essaiera d'avoir un petit moment pour cet échange-là. Merci beaucoup. Maintenant, on va s'intéresser au métier de libraire, et qui là aussi, effectivement, dans l'absolu, évidemment, demande une formation et un savoir-faire par essence, mais encore plus à l'époque dans laquelle on se trouve et dans les circonstances présentes. Il y a peut-être des compétences encore supplémentaires, excédentaires qui sont requises. L'AILF donc mène évidemment toute une action de formation auprès des libraires. C'est un réseau absolument impressionnant que cette association des libraires indépendants. Et je vous laisse, Caroline, Nathalie, expliquer en quelques minutes votre action. Ah, il vous faut un micro, hein, ça. Oui, c'est indispensable. Ils sont déjà allumés, pardon. Dernière petite technique, je voulais savoir si la présentation était prête. Mais ravie également d'être ici en présentation de l'AILF, à cette table ronde. Et puis, comme le disait Morgane tout à l'heure, l'intérêt aussi de ces rencontres, de ces états généraux, c'est pouvoir échanger au-delà des tables rondes et des ateliers, bien sûr. Alors, effectivement, l'AILF, donc Association internationale libraire francophone, fête prochainement ses 20 ans. Une jeune association, mais ça représente quand même beaucoup d'investissements pour ses membres, fondateurs et tout son conseil d'administration. Enfin, une longue histoire, évidemment, au plan à l'échelle humaine d'une vie professionnelle. Peut-être faire écho à ce qui s'est dit rapidement en plénière ce matin. Il ne vous a pas échappé qu'on a évoqué les spécificités, Pierre vient de le dire à l'instant, les spécificités du métier de libraire, comme chacun de nos métiers. Et le métier de libraire francophone, vous l'avez peut-être entendu ce matin, c'est un métier qui ne s'exerce pas de la même façon qu'on soit en France ou ailleurs. Et donc, c'est des problèmes de logistique, des problèmes de gestion de commandes, des problèmes de calcul de prix du livre, de marge, etc. Donc, qui dit métier particulier quand on l'exerce hors de France, demande également des réponses appropriées en termes de formation. Alors, on préambule également très très vite. Vous m'arrêtez si Pierre, si je m'avisais à dépasser 5 minutes. Donc, l'AILF, sa vocation, quelle est-elle ? C'est de porter la voix des libraires francophones. Ils sont une centaine aujourd'hui, aux 4 coins du monde. On a un site qui les répertorie sur une belle carte. Donc, on porte la voix de ces libraires et on tâche, autant que possible, de répondre aux problématiques particulières qu'ils rencontrent au quotidien.
Donc l'ILF, en quelques dates, puisqu'elle va sur ses 20 ans, elle est née en 2000, en 2002, au lendemain d'un colloque à Beyrouth qui rassemblait pour la première fois les libraires francophones, qui étaient très isolés, et donc il y a plusieurs opérations emblématiques au cours de sa vie, évidemment, que sont la caravane du livre ou jusqu'à une date plus récente, l'été dernier, l'été 2021, des rencontres entre acteurs du livre de l'espace francophone pour tâcher de réguler les relations entre les acteurs de la chaîne du livre et les institutionnels également. Voilà, donc disons que la caractéristique première de l'ILF, c'est de répondre aux besoins des libraires. Et elle a trois champs d'action, et j'arrive évidemment à la question qui est posée dans cette table ronde, à savoir comment répondre aux besoins de formation. Ces actions de formation qu'elle met en œuvre hors de France, évidemment sur le terrain, mais également à distance, s'inscrivent dans le premier de ces champs d'action, qui sont donc les actions de professionnalisation. Et dans les actions de professionnalisation, je ne peux pas rentrer complètement dans le détail, mais ça part des états des lieux qui sont faits sur le terrain par des administrateurs libraires eux-mêmes, qui recensent les besoins et les font remonter. Donc ça, c'est le premier champ d'action, les actions de professionnalisation. Et puis également, le deuxième champ d'action, c'est toute la création d'outils qui sont en ligne sur le site, que ce sont des outils, c'est-à-dire à destination de toute la profession, de l'interprofession, ce sont les plaidoyers, les chartes, etc. Et puis le troisième champ d'action, c'est toute la promotion des littératures francophones. Et on sait que les libraires, je ne vais l'apprendre à personne, évidemment, sont essentiels dans ce travail. Alors, répondre aux besoins de la formation, nous, on est, on va dire, un petit poussé. On est très orgueilleux d'être un petit poussé, mais je veux dire, on n'est pas dans la formation initiale, on est dans la formation continue, on a des actions de formation ponctuelles. On a des moyens, heureusement, permis par les partenaires institutionnels qui sont, sans eux, voilà, on ne ferait rien, on n'arriverait pas à mener ces actions de formation, que sont le Centre national du livre, WBI également, l'OIF, je ne vais pas les citer tous, mais ils sont essentiels à la mise en œuvre de ces actions de formation. Donc, pour répondre aux besoins de formation continue, on va dire, il s'agit de quoi ? Il s'agit de formaliser en fait des savoir-faire qui sont déjà à l'œuvre dans les librairies, parce qu'on n'est pas dans beaucoup de pays, on le sait, on ne rencontre pas encore de formation initiale des libraires, hein, mais on est donc dans cette formalisation et valorisation de ces savoir-faire et perfectionnement. Alors, pour répondre aux besoins de formation, c'est la vue que vous voyez sur vos écrans. J'ai retenu, disons, quatre conditions, 4 piliers, on va dire, de nos actions de formation pour répondre à ces besoins. C'est d'abord ce sont des libraires du monde qui sont des formateurs. Ensuite, on a je le disais à l'instant, des besoins qui sont identifiés sur le terrain par les administrateurs de l'ILF, qui sont eux-mêmes libraires, hein, petits, grands. Enfin, on a un grand réseau de libraires très, très différents dans leur taille et leur identité. Le troisième point, ce sont le troisième pilier de notre action de formation, c'est des modalités de formation qui sont assez diversifiées. On va le voir rapidement. Et enfin, ça c'est récent et je l'apprendrai non plus à personne, c'est qu'en contexte de pandémie, on a été obligé, contraint et forcé, de s'adapter au numérique, mais ça a été plutôt profitable. Voilà. Je ne sais pas si on peut passer à la slide suivante. Merci. Voilà, donc des libraires du monde formateurs, on nous dira, mais les libraires ne sont pas des formateurs, comment c'est possible ? En fait, ils ont d'abord la connaissance du métier, et puis les libraires qui sont formateurs dans notre réseau, je ne peux pas les citer, sinon, voilà, peut-être, j'en oublierai là aussi, mais ils ont chacun développé une expertise spécifique, que ce soit dans la gestion des stocks, gestion des commandes, animation, accueil du client, etc. Ils ont bénéficié de formations de formateurs, hein, ça à partir de savoir-faire qu'on a longtemps mis en œuvre sur le terrain. Une formation de formateur permet de passer de ces savoir-faire experts à des savoir-faire, disons, transmissibles, hein, des savoirs et des savoir-faire transmissibles. Ils ont évidemment, nos libraires formateurs, une pratique actualisée du métier, puisqu'ils sont la plupart tous encore en activité, donc ça veut dire se mettre à jour de l'évolution du métier, comme dans tous les métiers. Et puis enfin, c'est, je le disais et je le répète, c'est évidemment ce travail qu'on fait avec
et qui est un travail essentiel quand on fait de la formation, c'est transformer ce que je sais faire en contenu de formation qui soit adéquat, qui soit séquencé correctement et qui soit pour lesquels je choisisse des activités, des supports adaptés. Voilà. On peut passer à la... Je vous demande oui, de oui, vraiment très vite alors. Conclure, si possible. Oui, donc des besoins, je disais, identifiés sur le terrain, ça c'est évident. On ne peut pas plaquer des formations sans savoir voilà, quels besoins on répond. Ça c'est la palissade, mais c'est important de le rappeler. Sur la slide suivante, on a des modalités de formation, qu'on soit dans... on le disait tout à l'heure, on peut avoir des séminaires simplement assez descendants, mais aussi des formations plus interactives. Et puis le quatrième point, évidemment, pour répondre à ces besoins de formation, ça a été la conversion numérique, contrainte mais bénéfique pour explorer de nouvelles manières d'aborder des contenus, d'innover aussi, l'animation en binôme, innover par des capsules, et des activités ad hoc pour le numérique, voilà. Et puis évidemment, sans compter que le numérique présente un intérêt indéniable pour la flexibilité de l'organisation de ces formations, l'écologie aussi, éviter de déplacer, et puis de l'économie aussi, tout simplement de moyens et de facilité de mise en œuvre, voilà. Merci infiniment d'avoir bien voulu aussi ramasser à la fin le propos. Et la question du numérique, d'ailleurs, est effectivement une des questions essentielles au cœur des États généraux et fait l'objet de tables rondes et d'ateliers évidemment spécifiques, parce que là, il y a toute une série de chantiers qui s'y rattachent. Merci beaucoup. On va, pour terminer, avant de prendre quelques minutes pour conclure en rapportant tout ce que vous avez présenté au cahier des propositions et à d'éventuelles questions aussi qui viendraient de la salle ou en ligne. On va terminer avec une deuxième problématique au cœur aussi de cette table ronde et des États généraux. Je disais, c'est le problème des bases de données de référencement, de leur harmonisation, de leur circulation. Et alors, une des propositions suite au constat des États généraux est justement de mettre en place une base de données de référencement des livres francophones. Et il y a évidemment des exemples qui peuvent être pris, des exemples qui existent, performants de référencement. Par exemple, Electre ou Dilicom, qui seraient adaptés à l'échelle francophone. Ça tombe bien, on va justement savoir comment Electre procède. Et je remercie Michel Lano, le directeur général d'Electre Data Service en France, de présenter la manière dont fonctionne votre entreprise. Merci Pierre. Donc métadonnées, qu'est-ce qu'on entend par ce terme? C'est en fait toutes les données qui vont accompagner la description d'un livre et qui vont lui permettre d'avoir une vie, que ce soit une vie commerciale ou une vie de transaction, de consultation. Il y a à peu près 3 niveaux. On va dire des données qui correspondent à ce qu'on appelle une nomenclature, c'est-à-dire la taille, le poids, le nombre de pages, etc. C'est essentiellement des données qui vont être utiles pour assurer la bonne commercialisation, la logistique jusqu'au point de vente ou au point de consultation. L'autre grande famille de données autour de ce vocabulaire, c'est de situer l'ouvrage dans son environnement. Donc on rentre là dans des problématiques d'indexation, c'est-à-dire un ouvrage, où est-ce qu'il va trouver place dans un paysage qui va être soit à destination de bibliothèques, soit à destination de libraires. Donc le monde du livre a historiquement développé un certain nombre d'indexations qui portent aussi en elles des pratiques, des usages. On n'indexe pas tout à fait de la même manière dans une bibliothèque en France qu'aux États-Unis. Donc voilà, le deuxième niveau de cette production de métadonnées, c'est de placer l'ouvrage
dans une indexation avec les bons référentiels. Et quand on entend référentiel, on parle bien évidemment des auteurs. C'est tout à fait important de maintenir à jour une base d'auteurs, une base de titres, etc. Et ces problématiques de référentiel sont importantes, puisque bien évidemment, il y a beaucoup d'homonymie. Le troisième niveau, c'est celui des attributs, c'est-à-dire que c'est l'enrichissement. C'est tout ce qui va permettre de mieux qualifier cet ouvrage et de le rendre plus visible. Donc, les attributs, on va parler de résumé. Et derrière le résumé, on va trouver des mots-clés, mais on a aussi des attributs qui peuvent être de la vidéo, qui peuvent être des recommandations, etc. Donc voilà, métadonnées, c'est tout ce qui va venir enrichir et permettre à un livre de trouver sa vie dans des environnements qui correspondent à ces objectifs de découvrabilité, de commercialité et de consultation. En quelques mots, c'est quoi les ordres de grandeur ? Une maison comme Elect référence 70 000 ouvrages par an en langue française. Donc c'est un process qui est extrêmement compliqué. Il faut savoir que l'industrie du livre, ou notre écosystème, est le premier producteur de nouveaux produits, loin devant d'autres industries qui elles-mêmes sont déjà très créatives. Le deuxième acteur, c'est la deuxième industrie, c'est la pharmacie, avec de l'ordre de 50 000 nouveaux produits par an. Donc, qu'est-ce que évoquent ces chiffres ? C'est que c'est un flux continu et que pour bien produire ces métadonnées, derrière, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d'un process industriel. Les anglo-saxons appellent ça du BPO, Business Process Outsourcing, c'est-à-dire que pour bien produire des métadonnées, c'est quasiment une chaîne de production et avec beaucoup de moyens humains, technologiques et des process pour arriver à mettre toute cette information dans des bases de données. Donc chez nous, pour vous donner un ordre de grandeur, notre activité, c'est un peu plus de 100 personnes pour traiter ça. C'est des centaines de milliers d'euros chaque année d'investissement pour mettre à jour nos systèmes, les moderniser et faire en sorte que ces ouvrages puissent avoir une vie et un rayonnement dans tous les écosystèmes dans lesquels ils sont amenés à vivre. On a raté 2-3 choses en France. La première, c'est qu'on a laissé un tout petit peu foisonner différents acteurs pour produire ces métadonnées. Donc vous avez Elec, un acteur historique, ça fait 200 ans qu'on fait ça, depuis un décret de Bonaparte qui a dit en France, je veux savoir tous les livres qui se publient. Et donc on est les héritiers de cette histoire-là et on est passé du petit fascicule à l'encyclopédie, au CD-ROM, à la télématique et maintenant on est les champions de l'Internet avec 2 millions de pages vues tous les jours. On a un de nos confrères qui s'appelle Digicom, qui fait plutôt de la nomenclature unitaire pour répondre aux besoins des distributeurs et des prises de commandes. Et puis on a laissé aussi des libraires se trouver un destin de produire des métadonnées. Donc c'est un peu confus et ça c'est une des premières comment dirais-je, ou recommandations ou orientations dans ce qu'on peut imaginer en matière de développement, c'est que un catalogue produit, c'est un bien universel et plus il est unique, plus il assure qu'on décrit bien la même chose, le même objet. Et c'est surtout aussi un sujet de souveraineté pour un écosystème, parce que la manière dont on va décrire un ouvrage, il est bien évident que derrière, le prisme qu'on va utiliser, l'angle de vue, n'a pas forcément la même finalité, que vous soyez une plateforme numérique comme Amazon, que vous soyez un libraire. Donc c'est important de se dire, un catalogue, quand on a un enjeu qui est certes commercial, mais qui est aussi un enjeu de diffusion du savoir, c'est important que cette production, au-delà qu'elle soit normée, puisqu'on a pas mal de normes pour le faire, mais elle ne soit pas trop débridée,
parce qu'après on sait plus ce qui se passe dans les réseaux. Donc ça c'est un point à retenir en matière de diffusion, et aussi un vrai sujet qui est celui de l'accès et probablement aussi de la gratuité. Notre écosystème a mis des enjeux on va dire de revenus et de finances dans l'accès à ces catalogues, et force est de constater que ça aussi ça favorise de la confusion, des redondances dans un service qui est au cœur même de la chaîne du livre. Donc on est très attaché dans cette idée que nous formons une chaîne, et pour solidifier cette chaîne, la transmission de données est vraiment importante, et l'unicité dans toutes les étapes. Donc il est vrai qu'à l'instar d'un certain nombre de nos confrères dans d'autres pays, le fait de rendre ces métadonnées gratuites a vraisemblablement un très fort enjeu pour favoriser la diffusion du livre et son utilisation dans les meilleurs objectifs. Voilà à peu près pour l'essentiel sur l'aspect amont. Sur l'aval, en 2 mots sur les données de vente qui viennent le pendant des données du catalogue. Les situations sont un peu contrastées en fait selon la maturité des marchés que l'on peut adresser. Vous avez 2 grandes écoles, une école qui est celle de donner des estimations de vente à partir de panels. Et ça, il y a des grands acteurs dans le monde qui ont traité ces marchés de la culture et du livre en particulier, en créant des librairies, en prenant des librairies de référence et en constituant des panels. On arrive un tout petit peu au bout de ces logiques-là, dans la mesure où, avec 70 000 nouveautés par an, il n'y a pas une librairie qui permet de faire une extrapolation simple. Donc ce modèle-là est en train un tout petit peu de s'essouffler. Et ce qui prend le relais, c'est des modèles où en fait on collecte les données de vente en sortie des tickets de caisse, et de plus en plus en fait le monde des points de vente, libraires, le monde des achats en bibliothèque, le monde des plateformes numériques, que ce soit les Amazon ou autres, tous ces acteurs-là disposent tous les jours en fin de journée de données qu'il suffit d'aller télécharger. Et donc on a maintenant dans ces économies beaucoup plus mûres des outils qui sont à disposition pour permettre la collecte de ces données et l'analyse des ventes, pour autant que cette collecte se fasse de manière équitable et qu'elle ne serve pas à favoriser des consultations croisées ou des ententes, etc. Mais tout permet aujourd'hui d'avancer dans ces directions-là. Et donc nos sujets de francophonie aussi sont dans une certaine mesure, peuvent dans une certaine mesure aussi bénéficier de toutes ces avancées dans ce monde des données. Merci beaucoup d'avoir planté ce décor et d'avoir donné ces informations en synthèse. Et donc, juste maintenant, on va prendre quelques minutes pour confronter un peu ce qui a été dit, échangé, notamment au cahier de proposition. Alors peut-être justement, puisqu'on vient parler de ces questions de données, je demanderai, Caroline, votre avis je disais, dans une proposition ressortie lors des travaux préparatoires de ces états généraux. Il y avait cette proposition de mettre en place justement une base de données à l'échelle francophone, un peu avec Electre et Delicom cités comme modèle, et on voit tout le défi quand on voit effectivement l'ensemble des choses à réaliser. Il a été précisé dans des débats qu'il y a déjà des bases informelles, dématérialisées qui existent dans certains pays d'Afrique du Nord et du Sud. Est-ce que vous, dans votre expérience de confrontation avec tous ces libraires de l'ensemble de la sphère de la francophonie, c'est un besoin qui est relayé, que vous ressentez? Est-ce que ça vous semble effectivement une priorité? Est-ce que ce type de est effectivement prioritaire? Alors, personnellement, j'aurais du mal à répondre
très précise et avec suffisamment de recul parce que j'ai rejoint l'AILF il y a peu de temps et je suis plutôt sur la partie, disons, formation, communication. Cela étant, c'est une question qui est apparue récemment, la question par exemple, au Maroc, où on est confronté, où les libraires sont confrontés à cette problématique de disposer d'une base de données qui soit fiable, parce qu'on le sait, alors je cite le Maroc, c'est une situation qui nous a été posée en formation comme un besoin à traiter, et à réfléchir, à savoir qu'un livre peut exister sur le marché marocain avec 2 ou 3 codes différents. Du coup, ça pose un problème de référencement, de circulation, etc. Voilà, donc c'est là, toute petite, par cette petit gros bout de la lucarne, que je pourrais donner un témoignage en réponse à votre question. Et repasser Merci beaucoup. Alors, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et on revient plus à la formation, je le disais, proposition 23 du cahier de proposition, ouvrir les formations de la Sforette à toute la francophonie, et dans ce même module, la proposition générale est développer des initiatives de transfert de compétences entre éditeurs, formation, jumelage, stage, notamment donc ouvrir les formations de la Sforette à toute la francophonie et, je cite un deuxième exemple, mettre en place un système de compagnonnage via l'organisation de stages dans les maisons d'édition. Parce que, évidemment, rien ne vaut la confrontation pour un éditeur qui commence, qui a toute une série de questions, de besoins d'informations, avec un éditeur plus professionnel, déjà installé, qui a tout un savoir-faire. Est-ce que, alors je m'adresse à qui veut, et notamment à Morgane et à Aïda, est-ce que ça vous semble effectivement des propositions pertinentes ? Déjà, nos formations sont ouvertes parce que, comme je vous l'ai dit, le digital, on le fait depuis un certain temps. On accueille dans nos salles de formation des professionnels de l'édition et on y va de toute la francophonie. Et même, on se déplace et on y va dans différents pays. La semaine prochaine, on a 4 éditeurs qui viennent d'Abidjan à Paris, parce qu'ils souhaitent faire vraiment du présentiel. On a développé une offre de formation adaptée au continent africain, parce que c'est vrai, on n'a pas toujours les mêmes problématiques entre les pays francophones du Nord et du Sud, et on l'a adaptée, elle est tout à fait prête. Ce qui nous manque pour pouvoir ouvrir ces formations à l'ensemble des pays qui le souhaitent, d'avoir des structures fédératrices. Parce que c'est vrai, on le fait aujourd'hui partout, avec une entreprise, une personne, mais il faut vraiment des structures fédératrices. Ça peut être, si c'est de la formation initiale, ça peut être des universitaires, parce qu'à savoir, on a aidé l'université d'Alger 2 à transformer un master qui disait qu'il ne donnait rien du tout en termes d'employabilité vers un master professionnel en formant les profs et en apportant un petit peu de l'aide de temps en temps ponctuelle sur des sujets qu'ils n'ont pas les maîtrises en interne. Et ça, c'était avant le digital. Là, aujourd'hui, avec toute l'offre digitale qu'on possède, on peut faire un transfert de compétences, mais la problématique, c'est de trouver la structure qui peut être interlocuteur avec nous, qui peut fédérer, qui peut centraliser et qu'on peut adapter avec eux. Parce qu'il ne suffit pas de transposer tel que, il faut adapter. Merci. Morgane, peut-être justement sur cette question, est-ce qu'effectivement, du point de vue qui est le vôtre et qui voit un peu l'ensemble des choses dans ce domaine, est-ce que pour les éditeurs, par exemple, de Belgique francophone, le fait d'avoir aussi de bénéficier de certaines formation la Sforette sera un enjeu important. Et cette notion, qui est une des propositions de compagnonnage d'éditeurs, donc des éditeurs belges francophones qui iraient à Paris, j'imagine, voir comment ça se fonctionne en stage dans les grandes maisons d'édition françaises, mais aussi des éditeurs venant des sphères francophones à Bruxelles, pourquoi pas, et venant aussi partager leur savoir avec des éditeurs belges francophones dans les deux sens. Est-ce que c'est une piste éventuellement intéressante quand on parle formation, professionnalisation, qui est un terme qu'on emploie beaucoup, qui est très générique, parce qu'après tout, ils font tous profession, ils sont tous déjà professionnels, mais bon, il y a toujours de l'information à acquérir, mais est-ce que c'est une piste intéressante ?
Oui, je pense que c'est une piste qui est tout à fait intéressante. Au Pilène, on a beaucoup travaillé avec l'ASFORED et on continuera à le faire volontiers. C'est vrai qu'on consulte le catalogue de formation de l'ASFORED, on a toujours envie de tout suivre. C'est ambitieux, c'est vraiment très intéressant. Cela étant dit, ce que j'ai retenu aussi des échanges de ce matin, c'est l'idée de décentrer. Donc je pense que l'ASFORED a sans doute une expertise à apporter, mais j'aime bien cette idée aussi que Caroline évoquait, de former des formateurs. Et c'est ça qu'on a essayé de faire aussi au Pilène, et de s'appuyer aussi sur l'expertise, je dirais, locale, les réalités de terrain, aussi territoriales, et là on en revient à l'idée du contrat de filière. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre tous ces éléments au sein de la francophonie. Il y aurait effectivement quelque chose à faire, et cette idée de compagnonnage est intéressante, mais peut-être pas juste un compagnonnage avec la France, enfin, avec des experts français. Ça pourrait être aussi des experts d'autres pays de la francophonie, en s'appuyant sur l'expertise de l'ASFORED. Alors, on va demander justement, pour aller dans toute la sphère de la francophonie, à Karine Vachon, si elle nous entend, par exemple, quel est l'écho que vous fait ce type de proposition? Ben, j'irais dans le même sens que ce que Madame vient d'avancer. En fait, c'est qu'il y a des initiatives fort intéressantes qui se font à l'échelle nationale, locale aussi. Donc, on adapte les formations, on adapte les façons de faire aussi pour le marché. Et puis ensuite, ben, c'est toujours intéressant d'échanger avec des collègues à l'international et de partager finalement des connaissances et des formations. Donc, la même chose pour les métadonnées aussi. Nous, ici au Québec, on a aussi la banque de titres en langue française qui travaille, la BTLF, qui travaille avec Electre, mais qui adapte ses services là, particulièrement pour les libraires francophones d'ici. Donc, c'est un service qui est important, qui est primordial là, pour les libraires d'ici. Et puis, en matière de formation, effectivement, les formations de l'ASFORED sont très intéressantes et beaucoup d'éditeurs québécois qui passent par la France vont avoir envie des fois d'aller suivre ces formations-là. Mais on accueille aussi beaucoup de stagiaires au Québec dans les maisons d'édition. Il y a beaucoup d'Européens qui viennent aussi travailler dans les maisons d'édition au Québec. Donc, il y a un échange intéressant qui se fait comme ça. Il y a une belle mobilité. On accueille plus finalement que de Québécois vont travailler dans les maisons d'édition à l'international. Mais on essaie quand même de faciliter cet échange-là. On le fait avec les libraires aussi. Je pense que la mobilité des libraires est importante aussi. On accueille à Montréal des libraires de la francophonie mondiale et cet échange entre les libraires d'ici et d'ailleurs est toujours très, très intéressant aussi sur une multitude d'enjeux. Merci beaucoup. Ça trace des perspectives qui existent, enfin, des réalités qui existent déjà et des perspectives à creuser. Peut-être je demande à Aïwa Kadia, justement, comment vous réagissez, vous, par rapport à ces données-là? Est-ce qu'il y a des types d'échanges qui seraient possibles par rapport à l'action que vous menez? Merci, absolument. En fait, moi, tout ce que je viens d'entendre, je dirais que c'est des opportunités pour nous autres qui sommes dans un secteur où tout est à construire. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les langues africaines, en fait, c'est des langues qui sont partenaires du français. Parce que nous sommes dans un système, en fait, francophone et nous avons besoin, en fait, de nous appuyer sur ces langues-là pour pouvoir, en fait, avoir les résultats escomptés dans le système éducatif donc, qui est en français. Voilà, donc ce que j'ai vu, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt en fait ce que fait ASFORED. Pratiquement, je dirais que c'est vraiment le cadre idéal pour pouvoir en fait donner un appui à tous ces éditeurs-là qui voudraient en fait se lancer dans la professionnalisation en fait du secteur du livre en langue nationale. Quand on le faisait à l'époque, c'était en fait des éditeurs très expérimentés de la France qui nous avaient aidés vraiment à avoir en fait ce qu'on a aujourd'hui entre les mains. On a besoin d'évoluer. Évidemment, avec monsieur, on a besoin d'aller vers le numérique. Là aussi, pratiquement tout est à construire. C'est peut-être beaucoup plus compliqué parce que pratiquement, il n'y a pas grand-chose. Voilà, moi, je trouve que tout ce qui est dit ici, de part et d'autre, c'est véritablement vraiment, je ne dirais même pas des pistes, mais c'est des opportunités qu'on doit pouvoir saisir en fait dans ce grand cadre de partenariat.
Merci beaucoup. Et alors, pour être tout à fait complet et transparent par rapport au cahier, toujours des propositions, parce que c'est important de voir tout ce qui s'est dit déjà en amont et qui a préparé le terrain. Quand on parle de l'ouverture à ces formations, on parle aussi évidemment de conditions financières acceptables. C'est-à-dire qu'il y a effectivement toute une série c'est pas nécessairement de pays d'ailleurs, mais d'éditeurs, de par leur structure, qui ne peuvent pas évidemment dépenser des sommes folles budgétairement parlant. Alors, j'en ai parlé qu'on a adapté un bon nombre de nos formations au marché africain avec un tarif africain. Alors, à savoir que nous n'avons pas de subvention publique à l'ASFORED, mais par contre, on a cette volonté d'ouverture et de partage. À savoir aussi une autre action que l'ASFORED, on n'a pas tellement parlé, mais que ça favorise les échanges. On a sur notre site un espace emploi qui est dédié à l'édition, à la chaîne du livre. Et les éditeurs l'utilisent pour déposer des offres d'emploi. Et il y a une banque de CV de tous ceux qui souhaitent travailler dans l'édition. On a plus de 10% de nos étudiants qui partent travailler à l'étranger, enrichir, je dirais, les maisons d'édition dans les différents pays, que ce soit dans la francophonie ou bien en dehors de la francophonie. Moi, aussi pour favoriser l'échange nord-sud, sud-nord, n'hésitez pas aussi de déposer des offres. Vous pouvez avoir des candidats qui peuvent avoir envie d'aller faire une expérience originale et apporter aussi une expertise. Chaque année. Après, c'est vrai, ce qui coûtait avant excessivement cher, je dirais, dans la formation, c'est le transport, c'est le billet d'avion, c'est l'hôtel, c'est le séjour. Avec le développement de toute notre offre digitale qui peut se faire à distance, il y a une bonne partie de ce coût qui est neutralisé. Et aussi, on a des partenariats dans certains pays francophones, par exemple pour nos formations qui sont à la traduction littéraire, avec des instituts qui donnent des bourses à des professionnels ou jeunes professionnels pour suivre certaines formations à distance à un coût qui est quand même pour nous, on le fait un coût préférentiel. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut, on a le temps de prendre une autre question pour terminer de la salle en ligne, ou est-ce qu'on est vraiment, parce qu'on a malheureusement dû commencer avec un peu de retard suite à des petits soucis techniques, donc je frustrerai sûrement l'un ou l'autre, mais je ne voudrais pas totalement frustrer ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas, on va peut-être les rassembler, si vous permettez, on va les rassembler, on fera un dernier tour de table pour ceux qui veulent répondre, parce que je pense qu'on est un peu pris par le temps. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Florence Dimani de l'Institut français de Madagascar. Je suis chef de projet du projet Ressources éducatives financé par l'Agence française de développement sur 3 pays locomotives, dont Madagascar. Un des constats qui existent en Afrique et dont on a parlé avec nos collaborateurs hier sur le projet Ressources éducatives, c'est les lacunes au niveau de la chaîne du livre, notamment l'absence la quasi-absence de diffuseurs et de distributeurs des livres africains, ce qui limite l'accès à la vente ou le lien entre le lecteur et l'éditeur. L'objectif de l'éditeur est quand même de publier des livres, mais aussi de les vendre. Du coup, ma question serait, est-ce qu'il existe des formations, des conseils, des accompagnements ou des guides, comme Madame le suggérait, pour soit la création du métier, soit l'accompagnement vers ce type de métier, soit des possibilités pour l'éditeur de plus facilement diffuser et distribuer les livres qu'il édite. Merci. Merci. On va peut-être prendre s'il y a d'autres questions. Je les note. Bonsoir. Oui. Bonsoir, je suis Paul Kourouma. Je suis intervenu ce matin sur la question des bouquinistes. Alors, moi, je pense que pour la question des bouquinistes, au niveau de la politique du livre, il faudrait prendre en compte les réalités socio-culturelles. Et quand nous savons le rôle que les bouquinistes jouent dans la diffusion du livre en Afrique francophone, notamment le cas de la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils ont une place à prendre au niveau de la chaîne des livres. Et toutefois, que nous partons à des rencontres, qu'il s'agit
je vais dire, situer les différentes responsabilités au niveau justement de cette chaîne, on n'entend pas parler d'eux, alors qu'ils jouent un rôle formidable au sein de nos populations. Donc je voulais demander aux acteurs, est-ce qu'ils ont des projets, des formations ou des prises en compte concernant justement ces bouquinistes? Cette profession qui fait partie aussi, bien sûr, du secteur du livre. Merci. Il y a une autre question? Ok. Donc, bonsoir, moi c'est Augustino, je viens du Bénin. Je voudrais demander à madame de l'AILF, une question toute simple. Si je suis une librairie qui vend en ligne, d'accord, je n'ai pas nécessairement un point de présence physique, mais peut-être plus spécialisé dans la vente en ligne, est-ce que je suis normalement une librairie reconnue par l'AILF? Et pour le monsieur de Electre, je voudrais savoir, est-ce que vous travaillez également avec les pays pour mieux structurer leur base de données, tout le système de gestion des documents qui sont produits dans le pays? Voilà, merci. Merci. Alors, on répond. Première question, est-ce qu'il y a des guides professionnels qui pourraient aider effectivement à la question de la diffusion, qui est effectivement très compliquée dans certains pays? Nous formons sur toute la chaîne du livre, y compris la diffusion et la distribution du livre. Mais on sait que dans chaque pays, il y a une particularité qui peut être logistique, qui peut être problématique de transport, d'accessibilité, de réseaux de libraires qui existent ou ils n'existent pas. Mais nous avons des formations, c'est sur l'animation en librairie, en lieu, je dirais, qui peut être bibliothèque, librairie ou autre, sur les formations des représentants, sur les formations sur la diffusion. Après, il faut vraiment les adapter dans le contexte de chaque pays pour que ça soit concret. Alors, il existe, que ce soit en numérique comme d'autres formats, parce que c'est quand même une partie importante de la chaîne. Il faut que le livre arrive au lecteur. Merci. La question des bouquinistes, effectivement, la prise en compte de cette modalité de vente, effectivement, qui fait partie du secteur du livre. Je ne sais pas qui veut se faire écho à... La question était très, très, très vaste, alors, évidemment. C'était à chacune d'entre vous que si je peux dire, c'est que autant que le métier de libraire, il est assez organisé, structuré. Il y a des fédérations, il y a des associations, il y a vraiment des rencontres, il y a des formations qui sont assez dédiées. Et que même à Paris, il y a des bouquinistes. On ne sait pas combien il y en a. On ignore le nombre, on ignore qu'est-ce qu'ils vendent exactement et comment ils se procurent des livres pour les vendre. Et ça nécessite vraiment un problème qui dit formation. La formation, elle est accessible à tout le monde, à toute personne qui souhaite être formée. Après, former une profession nécessite d'avoir que cette profession soit un petit peu structurée pour pouvoir adapter l'offre de formation. Oui, Caroline? Oui, tout à fait. Je crois que j'ai rien à ajouter sur ce point. C'est évident. Si bouquiniste, on parle de vente de livres d'occasion, il n'y a aucun obstacle à ce que ces bouquinistes, s'ils sont organisés en association, s'ils sont des professionnels sur la place, soient éligibles, puissent participer à des formations. Mais à ma connaissance, on n'a pas de demande jusqu'à présent et on n'a pas développé peut-être au sein de notre réseau librairie, me semble, une grande expertise au niveau du marché du livre d'occasion. Voilà. C'est vrai, quand on parle des données, des chiffres, là, ils sont un peu en dessous des radars. On ne sait pas du tout. Or, c'est vrai que c'est aussi un biais de communication du livre, d'accès au livre. Ouais. Là, on commence à entendre en France sur la vente de livres d'occasion, mais ça reste, je dirais, qu'un début. Si on peut assimiler le livre d'occasion comme pour les bouquinistes. Mais déjà, c'est vrai, pour pouvoir faire une formation, on a besoin de recenser le besoin et la demande et le manque. Et ça, on a du mal à l'avoir. Alors, est-ce que, question suivante, la ILF peut reconnaître les librairies en ligne? Oui, absolument. La librairie en ligne se développe, donc il n'y a aucune... au contraire. C'est un commerce en ligne du livre qui est au même titre que les librairies physiques,
peut tout à fait participer à des formations sur des thématiques qui répondent là aussi à vos besoins. Il faut qu'on puisse échanger à ce sujet pour être sûr que les formations qui existent, qui sont au catalogue, sur les catalogues de formation en ligne ou les formations qu'on peut délocaliser, correspondent bien à ce que vous attendez et aux disons, compétences que vous voulez renforcer ou acquérir. La question pour Michel Lano sur l'aide spécifique qu'Electre donnerait éventuellement à certains pays pour structurer leur base de données. Nous, on est très moteurs et plein de bonne volonté et d'enthousiasme pour aller déployer nos savoir-faire et nos technologies dans des écosystèmes francophones avec une volonté de structurer toutes ces données de publication. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, nous avons réinvesti massivement dans nos process et nos technologies, donc on en est maintenant totalement propriétaire, sans sous-traitant, donc on est tout à fait à même de les implanter avec des programmes d'accompagnement et de monter en charge et d'autonomie de tous ces savoir-faire pour des projets locaux, et puis et ça rentre parfaitement aussi dans des perspectives de développement. Je sais que nos confrères allemands avec qui on travaille de manière rapprochée ont permis de manière significative en Amérique du Sud de faire émerger des filières et une chaîne du livre beaucoup plus professionnelle en déployant des process, des technos et de la formation. Donc ce qui est vrai pour le Brésil peut être vrai pour tout autre pays francophone, et puis il y a naturellement une proximité culturelle qui nous enthousiaste dans ces perspectives que nous traçons aujourd'hui. Merci beaucoup. Écoutez, ce sera la dernière réponse et on va provisoirement refermer le chapitre de ces questions. Je suis désolé pour les personnes en ligne qui avaient peut-être aussi certaines questions, mais on peut peut-être je veux dire, elles sont enregistrées, j'imagine, et si elles impliquent des réponses de participants de la table ronde, je pense que volontiers vous pourrez vous mettre en contact avec ces internautes. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ces échanges et d'avoir alimenté encore plus ces propositions qui tournaient autour de la formation et des métadonnées. Voilà, bonne suite d'états généraux à toutes et à tous.